Santé, la grève des internes et des chefs de clinique piétine, le désaccord persiste. Oui aux nationalisations, oui aux privatisations, Jacques Delors se distingue. La libération de Nelson Mandela plus que jamais à l'ordre du jour, notre invité Breton Breitenbach. La balade australienne de Noah, 3-7 pour battre Penforce. En demi-finale, il sera opposé à Lendl. Bonsoir, bonsoir Breitenbach. Vous êtes ce soir dans le 19-20 notre invité. Vous luttez depuis fort longtemps contre l'apartheid en Afrique du Sud et vous attendez comme nous la libération, la nouvelle en tout cas de la libération de Nelson Mandela. Le gouvernement sud-africain devait le décider aujourd'hui. Peut-être aurons-nous une confirmation au cours de ce journal. Avez-vous un espoir? Oui, bien sûr, je l'espère qu'il sera libre dans très peu de jours. Je n'ai pas l'espoir de savoir ce soir même. Je crois que ce qui est important de dire tout de suite, c'est qu'il faut qu'on en finisse, qu'on laisse partir cet homme qui a tant payé, qui a tant donné. D'abord l'homme, le père de famille, le mari, et ensuite qu'on libère le peuple sud-africain. Vous restez avec nous, bien sûr. Nous reviendrons, quelle que soit la décision sur le sort de Nelson Mandela. Mais auparavant, faisons le point sur la situation dans les hôpitaux français. Les internes en grève doivent en effet décider s'ils poursuivent ou non la grève des urgences. Ils sont réunis en Assemblée générale depuis 1h30 à Paris. Nous retrouvons sur place Marie-Claire Thiers. Après 3 jours de grève des urgences, les internes sont maintenant réunis en Assemblée générale pour savoir quelle suite ils vont donner à leur mouvement. Est-ce que ce n'est pas une façon de reculer un peu ? Non, pas du tout. On a donné 2 coups de semonce qui n'ont pas été entendus. Et on ne peut pas rester éternellement en grève des urgences. Enfin, on va le voir à l'Assemblée générale peut-être. Je ne sais pas encore. D'autres moyens d'action sont envisagés. De toute façon, visiblement, nous restons en grève. Vous avez décidé de faire une grève des soins. C'est un recul quand même par rapport aux grèves des urgences. Je crois que tous les moyens sont bons. L'important, c'est de se faire écouter, de continuer le mouvement et de dire qu'on nous a claqué une porte sur les doigts et qu'on ne cédera pas. Vous avez une sensation d'échec? Pour l'instant, on n'a pas une sensation de progrès franc vis-à-vis de ce mouvement. C'est de la faute de qui, selon vous? De tout le monde. C'est-à-dire la CNAM, la CNAM, le ministre, les syndicats médicaux. Vous comptez faire l'appel à un médiateur? On verra. Tous les moyens sont bons pour arriver. C'est possible. Bien, il semble assez désabusé. Nous aurons peut-être d'autres nouvelles avant 20h. Vous l'avez constaté grâce à Marie-Claire Thiers. Ces internes sont toujours réunis en Assemblée générale et quand ils prendront leur décision, elle sera peut-être définitive avant 20h. Évidemment, Marie-Claire Thiers nous appellera et nous dira ce qui se passe précisément. Vous découvrez un nouveau dessin de BAP, notre caricaturiste du 19-20. Espérons que l'état de santé des médecins, c'est-à-dire leur profil de carrière, comme le dit à sa manière BAP, s'améliorera très vite. Une petite phrase qui fait du bruit. Elle a été prononcée hier soir à l'heure de vérité sur Antenne 2 par Jacques Delors. Le président de la Commission européenne estime que l'arrêt des privatisations comme des nationalisations est une règle trop rigide. On aimerait bien connaître la réaction de François Mitterrand. Il n'a rien dit aujourd'hui. Le président de la République, lorsqu'il était candidat à sa succession en 88, avait bien affirmé dans sa lettre aux Français « Il n'y aura ni privatisation ni nationalisation ». C'est la fameuse formule « ni » qui faisait figure en quelque sorte de dogme, un dogme désormais écorné par Jacques Delors. Que se passe-t-il, Michel Lemerle? Jacques Delors a-t-il décidé de prendre ses distances avec le président? Si l'on s'en tient à la lettre du texte, c'est un peu l'impression que ça donne. Il faut transgresser la loi, nous dit Jacques Delors. Vous êtes intéressé, Paul, à la psychanalyse en politique. Pour le mot même de transgresser, l'idée est forte. Transgresser la loi, transgresser les tabous, transgresser les interdits. Pour y regarder de plus près, les choses sont tout de même beaucoup plus nuancées. Que ce soit des hommes comme Pierre Bérégovoy, Louis Mermaz, qui ne sont pas des ennemis déclarés de l'Élysée, ils reconnaissent tous deux que cette loi n'est pas éternelle. En réalité, ce dossier des nationalisations a sans doute été l'un de ceux qui a le plus symbolisé l'âpreté des luttes dans les années 80 avec une passion parfois inouïe. Aujourd'hui, les esprits se sont calmés, on peut aborder ce problème de manière pragmatique, c'est ça la vraie révolution, chacun veut aller à son rythme, Jacques Delors lui veut aller très vite. Alors il y a un autre événement mais qui est un petit peu passé inaperçu aujourd'hui en tout cas dans la presse, c'est la présence de Simone Veil sur le plateau de l'heure de vérité. Alors que se passe-t-il cette fois au centre? Est-ce que Delors rejoint le centre droit ou est-ce que Simone Veil rejoint le centre gauche? C'est vrai que l'idée d'ouverture était totalement au point mort l'année dernière et on sent bien depuis quelques semaines qu'elle commence à renaître. Il y a Jean-Pierre Soisson qui se démène beaucoup, l'association des démocrates qui se réunit dimanche prochain et Jacques Delors, lui, qui n'est pas resté inactif. Alors il a beaucoup d'atouts dans son jeu pour se positionner comme il l'a fait hier soir, à la fois en rassembleur et
en homme à la recherche de consensus forts. Alors il est sans doute né dans l'esprit de pas mal de gens en voyant ce plateau, l'idée que Simone Veil, aux côtés de Roland Dumas, que Jean-François Poncet, aux côtés de Pierre Joxe, ça faisait peut-être un gouvernement tout à fait présentable. Alors on est loin d'en être là, mais il faut dire que cette idée va renaître dans les mois qui viennent et que Jacques Delors ne sera pas absent de cet enjeu. Merci Michel. Nous attendons toujours la confirmation de la décision que doit prendre le gouvernement sur le sort de Nelson Mandela, ou plutôt sur la date de sa libération. C'est semble-t-il une certitude. Nous allons parler avec vous, Breten-Breitenbach, mais regardons ensemble, si vous le voulez bien, le dossier que Francine Raymond a réalisé sur la vie du leader noir en prison, je vous le rappelle, depuis 1962. Francine Raymond. Le 8 janvier dernier, Winnie Mandela rendait visite à son mari dans sa résidence prison près du Cap. Pour la première fois, elle est sûre. La libération de Nelson Mandela, attendue depuis 28 ans, n'est plus qu'une question de semaines. En 1964, le chef de file de l'ANC, le principal mouvement de lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela, est condamné à la prison à vie pour sabotage et trahison. Au cours de son procès, Nelson Mandela prononcera un violent réquisitoire contre le régime raciste de Pretoria, qui depuis 1948 a inscrit dans sa constitution le développement séparé des races en Afrique du Sud. Un réquisitoire où il dit sa haine de la discrimination raciale et qui pendant 28 ans servira de référence au peuple sud-africain dans sa lutte pour la liberté. Malgré son isolement, le prisonnier du pénitencier de Robben Island devient célèbre dans le monde entier. Nelson Mandela refuse le préalable mis par Pretoria à sa libération, la condamnation par l'ANC du recours à la violence contre le régime de l'apartheid. Winnie attendra 22 ans avant de pouvoir toucher la main de son mari. En 88, le plus vieux prisonnier du monde est placé en résidence surveillée. Il a enfin le droit de recevoir ses enfants et ses petits-enfants. La pression internationale est forte. Le leader historique de la résistance noire est devenu un prisonnier bien encombrant pour le gouvernement sud-africain, qui va s'employer à banaliser sa libération. En juillet dernier, la surprise. Le président Botha rencontre Nelson Mandela. Les autorités sud-africaines sont prêtes à se contenter d'un engagement de sa part en faveur de la paix pour lui rendre sa liberté. Nelson Mandela est d'accord, à condition qu'un dialogue s'établisse entre le gouvernement et l'ANC. En octobre, Walter Sisulu et 6 autres dirigeants historiques de l'ANC qui eux aussi ont passé plus d'un quart de siècle derrière les barreaux sont remis en liberté. On sait depuis que le principe de la libération de Nelson Mandela est acquis. La question est de savoir quand et dans quelles conditions. Breitenbach, à votre avis, sera-t-il vraiment libéré à partir du 2 février? Je crois qu'on va annoncer le 2 février, la date de sa libération. On va vraisemblablement aussi annoncer ce qu'on compte en faire, c'est-à-dire le contexte dans lequel on va le libérer. Je pense que le président de Klerk va essayer de répondre aux propositions très précises formulées par l'ANC, c'est-à-dire le processus de négociation et la recherche de la paix qui était formulé par l'ANC, entériné par les pays non alignés et par l'OUA. Il va répondre par un certain nombre de formules, dont je pense une formule de comité de sages. J'aimerais bien que Nelson Mandela fasse partie. Alors, jusqu'où peut aller Mandela dans ce rôle de médiateur qu'on attend de lui entre l'ANC et le gouvernement sud-africain? Je pense que le terme médiateur ne serait sûrement pas celui qui serait utilisé par Mandela. Mandela serait d'abord le rassembleur de toute l'opposition sud-africaine, de la majorité des Sud-Africains, donc presque la quasi-totalité des Noirs, les Métis, les Indiens et beaucoup de Blancs aussi qui se reconnaissent dans ce mouvement de masse démocratique en opposition à la résistance à l'apartheid. Et je crois que c'est à partir de là, à partir de cette position de force, qui va entamer le dialogue avec le régime actuel. Allons plus loin, Breitenbach. Mandela est libéré, il joue ce rôle, même si vous récusez ce terme de médiateur. Oui. Anticipons. Vous imaginez une cohabitation? J'anticipe, dans le meilleur des cas, un passage relativement rapide et sans trop d'heures vers un gouvernement multiracial réellement représentatif du peuple sud-africain, où Mandela jouera un rôle de premier plan. J'anticipe la position de président d'une première république démocratique libre et non raciale sud-africaine pour Nelson Rwanda Madiba. C'est comme ça qu'il signe ces lettres, Mandela. Vous avez déclaré au Monde en 88, il faut rompre les relations avec le régime sud-africain. C'est le seul pays au monde où le racisme est constitutionnel. Est-ce que la libération de Mandela vous fera revenir sur ces positions? Je crois que ce n'est pas le moment de lever le pied. Il faut être très très vigilant. Il faut savoir que la libération de Nelson Mandela s'inscrit dans un processus. Il reste des centaines de prisonniers politiques. Il reste des dizaines de personnes qui attendent la mort dans le couloir de la mort
dans la prison de Pretoria. Il reste les organisations exilées, il reste l'état d'urgence, il reste l'armée dans les townships. Donc ce n'est pas le moment de crier victoire et surtout pas donner le profit à M. de Klerk pour ce geste qu'il doit faire, qu'il n'a pas le choix de ne pas faire. Bretten Breitenbach, on vous retrouvera, on vous réinvitera quand Nelson Mandela sera effectivement libéré. Avec joie. Merci. Un réconfort précieux pour Mikhail Gorbatchev, celui de George Bush, le chef de la Maison-Blanche, est conscient des difficultés que le numéro 1 du Kremlin subit en ce moment. C'est la raison pour laquelle il a tenu à le soutenir aujourd'hui publiquement, Memona Interman. Gorbatchev, explique le président américain, fait face à des problèmes ethniques énormes. Je ne peux pas faire de prédiction, explique Bush. J'espère que non seulement Gorbatchev survivra politiquement, mais qu'il reste fort, que la perestroïka continue, c'est notre intérêt. L'intervention militaire soviétique en Azerbaïdjan a reçu l'appui de l'Amérique dès lundi. Cette intervention était nécessaire pour rétablir l'ordre, avait déclaré un communiqué du département d'État. Mais le fait que le président américain vienne appuyer personnellement, publiquement, le numéro 1 soviétique montre à quel point la situation en URSS inquiète les autorités américaines. C'est vrai que l'importante communauté arménienne aux États-Unis doit être pour quelque chose dans cette approbation. Mais plus globalement, l'Amérique a besoin elle aussi de Gorbatchev, et d'un Gorbatchev assez solide pour pouvoir négocier notamment sur les questions du désarmement. Et c'est donc le réalisme qui prévaut aujourd'hui. L'essentiel pour l'URSS, comme pour les États-Unis, c'est la stabilisation de la situation. Triste nouvelle, la petite Maude est morte. Atteinte de mucoviscidose, elle luttait contre la mort depuis le 7 janvier à l'hôpital d'enfants de la Timone à Marseille. Elle devait subir une greffe du poumon et du cœur. Ses parents avaient lancé un appel public, mais il est trop tard aujourd'hui. Didier Chaumont. Le dernier regard souriant de la petite Maude, un visage qui avait provoqué beaucoup d'émotions dans la France entière. Atteinte de mucoviscidose, pendant plus de 17 jours, la petite fille a lutté contre la mort à l'hôpital de la Timone à Marseille. En phase terminale de la maladie, Maude devait subir une greffe des poumons. Malgré l'appel public lancé par les parents de la fillette, médecins et banques d'organes n'ont pas réussi à trouver à temps un donneur compatible. Plusieurs familles avaient proposé de donner un poumon de leur enfant en bonne santé, mais le don légal d'organes interdit de prélever un poumon sur une personne vivante. 12 jeunes enfants attendent toujours en France des donneurs. Les victimes des attentats seront sûres désormais d'être indemnisées. Décision prise aujourd'hui en Conseil des ministres. Les précisions de Jean-Paul Géroard. Éviter aux victimes de se perdre dans les dédales de la justice et de ses procédures, les accueillir mieux, leur simplifier les indemnisations. Voilà l'esprit des mesures annoncées ce matin par Pierre Arpaillange. Concrètement, elles vont s'organiser sur 4 axes principaux. D'abord, un renforcement des structures d'accueil. Des centres d'aide aux victimes vont être créés dans les 32 départements où il n'en existe pas encore. Ensuite, une responsabilité financière accrue des délinquants à l'égard de leurs victimes. Un agresseur pourra par exemple être obligé de verser l'indemnisation s'il veut bénéficier d'une peine avec sursis. Les dommages corporels subis à la suite d'agressions seront indemnisés mieux et plus vite. Enfin, les victimes d'attentats accèdent au statut de victimes civiles de guerre. Surtout, un projet de loi va être déposé pour qu'elles puissent se constituer partie civile dans les procès des terroristes. Les victimes sont les grandes oubliées des procès, car en dehors de l'indemnisation, de la réinsertion professionnelle et de l'aide psychologique, ce qui est important pour une victime, c'est que la justice reconnaisse leurs droits. Et la présence des victimes dans un procès est très importante psychologiquement. 80 victimes espéraient exercer ce droit dès lundi pour le procès des attentats de 1986. Elles ne le pourront sans doute pas. La législation arrivera trop tard. Troisième audience aujourd'hui du procès des 2 policiers accusés d'avoir matraqué à mort Malik Oussekine. Audience déterminante. Vous apercevez là sur l'écran le témoin numéro 1. Il a été entendu cet après-midi. Il est le seul à avoir assisté à la scène, mais il a refusé de parler à la sortie des assises. Il vient de sortir à l'instant. L'image nous parvient. Il s'agit de Paul Bezelon, un fonctionnaire au ministère de la Coopération. Il a 30 ans, il a tout vu, il a tout dit cet après-midi, mais il n'a rien dit à la sortie. Le récit de l'audience, Élise Lucet. 17h cet après-midi, tout à coup, la salle d'audience se remplit et le silence s'installe. 24 heures après la date prévue, le témoin numéro 1 s'avance vers la barre.
lève la main et dit « je le jure ». Et la vérité qu'il jure de dire est dure à entendre. Je venais de faire entrer Malik Oussekine quand 2 policiers m'ont empêché de fermer la porte. Ils se sont engouffrés dans le hall et se sont précipités sur lui. À ce moment-là, Malik est terrorisé. Il s'est réfugié au fond du hall et moi, j'ai très peur. Claude Bézelon poursuit, il est très calme, son témoignage est précis. Il choisit tous ses mots avec soin, les mains croisées derrière le dos. À ce moment-là, les 2 policiers le frappent. D'abord à coups de matraque sur la tête. Oui, il le frappe avec beaucoup de force, Monsieur le Président. Puis Malik s'écroule, peut-être pour se protéger, je ne sais pas. Il le frappe à nouveau, à coups de botte cette fois. Dans le box des accusés, Schmitt et Garcia ont le regard fixe, les mains crispées sur la barre, ils sont inquiets. Un bel exemple de tolérance aujourd'hui en France. Des chrétiens, des juifs et des musulmans ont lancé aujourd'hui un appel contre la discrimination raciale et religieuse. Tous leurs représentants, laïcs et religieux, ont tenu ensemble une conférence de presse et nous avons choisi d'illustrer cet appel en nous rendant dans une école parisienne pour tenter de voir si le racisme, comme certains le prétendent, est inhérent à l'homme. La réponse est évidemment réconfortante, évidemment évidente, non. Nathalie Darigrand et Christophe Hérault l'ont constaté dans une classe de 20 enfants. 15 d'entre eux sont étrangers. Ali, Noémie, Mustafa, Ziad, Mohamed, Olkent, Aziz. Ils viennent du Maroc, d'Algérie, d'Afrique noire, d'Haïti ou tout simplement du 18e arrondissement de Paris, mais tous savent ce que cohabiter veut dire. C'est mieux ? Des fois je rencontre Violette dans la rue, je rencontre Camille, je rencontre Aline, des fois je vais chez Aline à son anniversaire et tout. Aucun problème pour que tous ces enfants cohabitent, jouent ensemble, véritablement il n'y a aucun problème. Il y a donné un ordre. Bon, alors. Plus problématique en revanche le travail. Certains ne parlent pas ou très peu le français chez eux. Or ici, comme dans tous les cours préparatoires, il faut apprendre à le lire et à l'écrire. À la fin de l'année, on a fini la méthode, on a fini les livres. On ne va pas écourter la leçon ou la méthode parce qu'on a des étrangers. Ils ont tous besoin de la maîtresse. Surtout dans ces classes-là. Là, c'est encore plus... La demande est très forte. Il faut une présence personnelle pour chaque enfant et quel que soit le travail. Dans cette classe, 2 ou 3 enfants seulement risquent le redoublement, une volonté des enseignants qui parlent, eux, de seconde chance. Une mise au point du PDG de la 3 et de la 2 après sa mise en cause par le Canard enchaîné aujourd'hui. Le journal satirique le soupçonne de cumuler son mandat de président de chaîne publique avec le titre de gérant ou d'administrateur de plusieurs sociétés privées. Philippe Guillaume répond « Je suis bien propriétaire de parts du SCI au capital de 10 000 francs, constitué le 20 mai 86, mais plusieurs mois avant ma désignation à la SFP, et depuis cette date, je n'ai perçu aucune rémunération d'aucune sorte. » Les précisions de Jean-François Gringoire. De quoi Philippe Guillaume est-il accusé par le Canard enchaîné? De poursuivre des activités dans des sociétés privées tout en étant président de 2 chaînes publiques. Sur quoi s'articule cette accusation? Le château de Montevran dans le Loir-et-Cher. D'après le Canard, le président Guillaume y a organisé des séminaires pour le personnel d'Antenne 2 et de FR3. Des séminaires facturés à la SCI Montevran, gérés par le PDG des 2 chaînes. À 12h30 ce midi et par le biais de l'AFP, Philippe Guillaume répond « Je suis propriétaire de parts d'une SCI au capital de 10 000 francs. Cette SCI, qui s'interdit tout acte de commerce, s'est portée acquéreur du château de Montevran. » Deuxième volet de l'accusation du Canard enchaîné, la SCI facturait à son tour les stages à Public SA, dont le gérant est, d'après le journal, Philippe Guillaume. Réponse du PDG, cette SCI a loué pour 9 ans le château de Montevran à Public SA, dont j'ai quitté la présidence en septembre 87, plusieurs mois avant ma désignation à la SFP, et depuis cette date, je n'ai perçu de cette société aucune rémunération d'aucune sorte. Philippe Guillaume, qui conclut son communiqué sur ces mots, toute allégation contraire relève de la diffamation. Mais dans cet article, le Canard enchaîné mentionne également le nom de Celta International et de France Morgan, 2 cabinets de recrutement et de formation où, d'après le journal, Philippe Guillaume aurait encore des activités.
Les autres nouvelles du jour, résumées par Anne Gouraud. Des anomalies magnétiques ont été décelées près de la décharge de Montchanin en Saône-et-Loire. C'est à cet endroit que des fûts de dioxine de Céveso auraient été enfouis selon Politis. Le secrétariat d'État à l'environnement a indiqué que des travaux de recherche en profondeur commenceraient la semaine prochaine. Rebondissement dans l'affaire Sirou. Hier, on apprenait l'inculpation d'un mineur pour le meurtre de David Sirou, 13 ans. Aujourd'hui, son père, Robert, ancien ferrailleur en Isère, a fait savoir que le mineur en question était son autre fils. Une inculpation qui vise, selon lui, à étouffer l'affaire. David avait été tué le 27 juin dernier d'une balle en pleine tête. Naufrage d'une vedette de plaisance au large de la Gironde, le moteur de la Vaïnée est tombé en panne à 10 km des côtes. La vedette a chaviré sous l'effet conjugué des vagues et du vent avant que les secours aient pu intervenir. Un passager a pu regagner la côte à la nage, 2 autres sont morts, un 4e est porté disparu. Très belle victoire de Yannick Noah en quart de finale à Melbourne. Aux internationaux d'Australie, le Français a battu le Suédois Pernfors en 3-7. Caroline Sins a apprécié en spécialiste. Noah à 100 à l'heure malgré la chaleur. Pernfors arrivé là grâce à la disqualification de McEnroe n'a rien pu faire. Victoire du Français en 3-7, 6-3, 7-5, 6-2. Le public australien jubile, son chouchou fait des merveilles. À Sydney, il battait Landel. Alors pourquoi pas ici en demi-finale? Pas impossible pour Jean-Paul Lotte, directeur technique national. Il est revenu à son meilleur niveau de tennis, donc le problème maintenant est de compter parmi les 3 ou 4, parce que c'est les 3 ou 4 qui ont des chances de gagner des tournois du Grand Chelem. J'entends par là, c'est Lendl, c'est Edberg, c'est Becker, c'est éventuellement Wilander s'il se remet à jouer avec envie, et puis tout de suite là, il y a Yannick maintenant, hein, qui est la façon dont il joue au tennis en ce moment ne laisse aucun doute, il se resitue dans les 5 meilleurs joueurs du monde en niveau de jeu. Ce journal est maintenant terminé. Marc Hautement vous présentera ce soir, soir 3. Dans quelques instants, Florence Klein vous dira le temps qu'il fait aujourd'hui en France ou qu'il fera demain en France et en Europe. À demain donc à 19h pour un nouveau 19-20. Après le journal de 12h45 que vous présentera Anne de Coudenhoff. Bonsoir, à demain.